House of the Dragon, avec mon accent qui, pour le coup, n'est toujours pas très bon, est la meilleure série actuellement, pour moi. Elle est incroyable. Beaucoup la décrit sur les réseaux sociaux en disant que c'est une série dans laquelle, ou en tout cas une saison 2 dans laquelle il ne se passe rien, où c'est lent. Je l'entends totalement et tous les goûts sont dans la nature. Vous avez le droit de détester la saison. Je n'ai pas forcément les goûts universels, mais disons que c'est nécessaire. Et il est vrai qu'il y a certaines personnes qui font même le comparatif en disant non mais comment est-ce que vous pouvez dire ça avec la saison 2 qu'on vient d'avoir alors que dans la saison 2 de Game of Thrones, on est à peu près sur eh bien, la même dynamique. La guerre qui approche, l'hiver qui arrive, toutes ces choses-là font que aujourd'hui, on se pose des questions sur mais attends, la saison 2, il ne se passe pas grand-chose, mais la saison 2 de Game of Thrones non plus, mais pourtant on a préféré Game of Thrones. Encore une fois, c'est une affaire de goût, et je serais même totalement en contradiction avec toutes les personnes qui disent qu'il ne se passe rien dans cette saison 2, et qu'elle est ronflante parce que, encore une fois, j'ai beaucoup de troubles de l'attention. Quand je regarde une série, il se peut que je me tourne vers mon téléphone. Là, ça n'arrive jamais. Cette série, elle me prend. Et pourtant, je n'aime pas forcément ce genre d'univers, le style un peu héroïque, fantasy, et encore, ce n'est pas vraiment ça, un peu KPDP, ce n'est pas du tout mon style, sincèrement. Et pourtant, ce qu'on nous propose là, avec House of the Dragon, c'est tout simplement incroyable. Sachez qu'on va parler de cet épisode 8 avec des spoilers, mais c'est vraiment une série parfaite, en tout point. On évoque les deux camps, il y a de l'ambiguïté des deux côtés, dans le sens où là où on peut estimer que tel camp est gentil, bah on va quand même agir d'une certaine manière qui va faire en sorte qu'on peut paraître en soi des antagonistes pour d'autres clans qui sont soit neutres, soit qui sont entre guillemets méchants pour nous. Tout est une question de point de vue. Et c'est hyper intéressant parce que c'est notamment ce que j'aime dans la série The Clone Wars, dans l'univers de Star Wars, avec justement ce côté des Jedi et des Sith, mais tout n'est pas bleu, tout n'est pas rouge en soi. Et bien là, c'est la même chose. Tout n'est pas noir ou tout n'est pas vert. On peut essayer de récupérer des choses qui peuvent nous plaire du côté des verts comme du côté des noirs. Même si il est vrai que, personnellement, oui, je suis un petit peu plus du côté de Rhaenyra, parce que, bon, tout ce que fait, ou plutôt ce que font les enfants d'Alicent, parce qu'il n'y a pas qu'un seul enfant qui cause pas mal on va dire de préjudice à la famille, eh bien, ça fait en sorte que je préfère peut-être le côté Rhaenyra, même si, encore une fois, tout n'est pas parfait. Je le sais, d'accord? Ne venez pas attraper ma veste en me disant « Non, mais tu sais que les Noirs, ils ont fait ça !» Je regarde la série comme vous. Je n'ai juste pas lu les livres, donc s'il vous plaît, pas de spoil, d'accord? Je ne sais pas du tout qui finit sur le trône. Je ne sais rien du tout. Même si, en soi, on peut en avoir un avant-goût, et je pense que les personnes qui ont lu le livre et qui savent ce qui se passe vont me dire « Mais tu dis possiblement n'importe quoi, mais c'est pas grave, c'est mignon !» On va commencer tout de suite à parler de l'un des deux fils du côté des Hightower, entre guillemets, Targaryens. On va commencer avec Aemond. Aemond qui a pris le seum. Aemond qui se pensait invincible, qui se pensait intouchable, notamment lorsqu'il chevauchait Vhagar. Mais pour autant, il a vu, et c'est l'une des grandes scènes de la saison 2, Rhaenyra avec les 3 nouveaux dragonniers. Et ça... Déjà, rien que Seasmoke, il est incroyable. Seasmoke, si je ne dis pas de bêtises, qui est avec... alors, je crois qu'il est avec Aline. Je ne sais plus, mais bref, Aline et son dragon. Aline, déjà, il est incroyable. J'adore ce personnage. Dans son coin, il a de la rancœur, mais en même temps, il ne dit pas grand-chose. J'adore ça. Et d'ailleurs, on va en parler après. Cette critique va durer peut-être un petit peu plus longtemps que les autres parce qu'il y a énormément de choses. Et je remercie Clarkson Flux qui m'a énormément aidé sur la compréhension de beaucoup de choses. Cela fait longtemps que je n'ai pas vu Game of Thrones. Donc il y a des références à plein de choses du côté de Game of Thrones qu'on va évoquer notamment dans cette vidéo, notamment par rapport à Elena et par rapport à la vision. Mais en tout cas, par rapport à Aemond, on sent qu'il a le seum, comme on dit dans le jargon. Il est dégoûté parce que lui se sentait le plus fort, et finalement, on va comprendre que, bah, finalement, non, hein. Il y a 3 dragons en face de toi, tu vas devoir réfléchir. Et c'est aussi ce qui est intéressant, c'est de savoir comment vont réagir tous les dragonniers et toute l'armée et Rhaenyra du côté du coup des Noirs, pour savoir comment est-ce qu'on va commencer à avancer. Est-ce qu'on attaque maintenant? Est-ce qu'on attend?
et on voit qu'il a envie d'attaquer. Même si on ne voit pas d'affrontement dans cet épisode-là, et je pense que ça peut être frustrant pour beaucoup, ça va envoyer du très très lourd dans la saison 3. Ça, c'est sûr et certain, notamment pour essayer d'arrêter ce petit Aemond qui, lui, ne va cesser de se créer des antagonistes, même au sein de sa famille, et ça, on le savait en soi déjà. Il faut également revenir sur Aegon. Aegon et Larys. Donc Larys Strong, donc du côté des forts, qui est un personnage aussi détestable, mais ce qui est intéressant, c'est ce parallélisme. C'est cette égalité qui semble s'effectuer entre les deux personnages, là où on a un personnage qui a toujours été un petit peu mis à l'écart, et un autre qui est le roi, en soi, pour l'instant en tout cas. Le fait qu'ils soient, entre guillemets, sur le même pied d'égalité, qu'ils aient les mêmes différences physiques, bah, ça va possiblement les rapprocher, et ça en devient peut-être un petit peu plus une scène humanisante, entre guillemets, pour les deux personnages. Là où Aegon, on le trouve débile et détestable, et Larys, détestable mais intelligent, là, on en vient à non pas les apprécier, mais essayer de se dire « Ok, je ne peux pas les comprendre, mais j'entends leurs propos sur certains aspects. » Et ça, pour le coup, le fait qu'ils se rabaissent, ou en tout cas que l'un se remonte et l'autre se rabaisse pour aller au même niveau, ça, j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant. Après, sur le début de l'épisode également, sur lequel on peut revenir, c'est cet hommage à Rhaenys, donc la reine qui ne le fut jamais. Alors je ne sais pas comment c'est dit en français, puisque je regarde la série en VO, mais en tout cas c'est écrit comme ça en VO, donc c'est pour ça qu'ils rebaptisent du coup le Sea Snake, donc le serpent des mers, le bateau, le navire que nous voyons ici, en la reine qui ne le fut jamais, en hommage à Rhaenys, puisque je vous rappelle que c'est Corlys qui donc a perdu Rhaenys, qui n'était autre que sa femme. Et d'ailleurs, on va faire une petite entrave par rapport à ça pour essayer de faire des connexions. On va parler un petit peu justement de quelque chose qui se passe bien après avec Corlys et Aline. Aline qui, je vous le rappelle, est le bâtard de Corlys qu'il a eu avec... Alors on ne sait pas qui exactement, en tout cas pour l'instant, ou alors je n'ai pas forcément l'information, je n'ai pas forcément été peut-être trop attentif à ce moment-là, mais en tout cas, là on va avoir Corlys qui va essayer de se rattraper, sachant qu'il a déjà perdu 2 enfants, ou en soi ses 2 enfants, il va essayer de faire, en tout cas de tisser des liens avec, entre guillemets, ceux qui lui restent. Et notamment Aline qui va lui en mettre plein la figure, et à juste titre, parce que Corlys, on a beau l'aimer, il n'est pas exempt de tout reproche, et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que oui, on a beau être de son côté, notamment du côté des Noirs, et là pour le coup des Bleus, le fait est que quand même il a une part de responsabilité, notamment par rapport à Aline, ou même à Adam, si je ne dis pas de bêtises. Peut-être que j'ai confondu tout à l'heure, j'ai dit Aline, mais en fait c'était Adam qui avait le dragon. Bref, en tout cas, les deux là, ça m'a touché. Cette scène-là m'a vraiment touché. Le fait que nous ayons Aline qui est en train de dire « Non, mais en fait là, vous êtes en train de vous rapprocher de moi. Parce que je sais qui vous êtes. Vous savez qui je suis. Vous êtes en train de vous rapprocher de moi parce que vous avez déjà perdu vos 2 enfants. Mais quand vous aviez vos 2 enfants, quand je vous voyais sur le marché à grignoter des choses alors que moi je galérais pour avoir un petit peu de sous pour pouvoir passer l'hiver, vous étiez où pour nous aider? Vous étiez où? Et cette scène-là, elle est forte parce qu'il lui dit « Oui, j'ai un devoir moral, oui, j'ai un honneur et je dois vous servir, mais en aucun cas, je dois, entre guillemets, avoir de traitement de faveur ou je dois avoir de réelles connexions relationnelles avec vous. Ça, c'est non. » Et cette scène-là, elle est extrêmement forte, je trouve. En tout cas, cela ne reste que mon opinion, mon avis par rapport à ça. Donc oui, du côté de Rhaenyra, du côté donc de Corlys, etc., on a une certaine évolution. Dans un premier temps, le navire qui se rebaptise, des petits conflits qui s'organisent également en interne, et du côté des Verts, on va essayer aussi de se rapprocher d'autres familles pour agrandir l'armée. Donc oui, là où du côté de Game of Thrones on parle de l'hiver is coming, là c'est war is coming. Normalement, pour la saison 3, on va avoir du lourd. Là, il me faut parler d'Elaena. Alors on a déjà parlé du personnage durant plusieurs épisodes, elle qui, en vrai, est un personnage extrêmement intéressant. Et c'est pour ça que je remercie encore une fois Clarkson Flux de m'avoir expliqué pas mal de choses, parce que Elaena, elle a un pouvoir que je ne soupçonnais pas, que je n'avais pas forcément remarqué, que beaucoup avaient remarqué, en faisant des petites allusions, que ce soit dans la saison 1 ou au début de la saison 2. Par exemple, à un moment donné, on va avoir Elaena qui va regarder des dragons, on va lui dire « Est-ce que tu as peur des dragons ?» Elle va dire « Non, non, moi j'ai peur des rats. »
Mais on peut se dire, ok, d'accord, tu as peur des rats parce qu'il y a des rats, mais en même temps, est-ce que cela ne signifierait pas qu'en fait elle avait peur des rats parce qu'elle savait et qu'elle avait eu une vision du fait que l'un de ses enfants allait être tué par un ratcatcher? Il y a pas mal de choses comme ça, notamment par rapport à la scène dans la saison 1 où on a un dragon qui sort du plancher. Elle l'avait dit également, et elle avait même dit à son frère, oui, tu vas avoir un dragon, mais tu vas y perdre un œil. Toutes ces choses-là, elle l'avait dit, et le fait d'avoir cette scène-là, pas forcément celle-ci, mais celle qui suit avec la vision de Daemon qu'il va falloir, sur laquelle il va falloir revenir, c'était extrêmement intéressant. Donc Helaena, incroyable. Sachant que a priori, du coup, elle aurait plusieurs, on va dire plusieurs pouvoirs. Certaines personnes parlent du Green Scene qui ferait référence eh bien, au Hightower, sachant qu'elle a du sang Hightower. Est-ce qu'il n'aurait pas des prédispositions par rapport à ça? On sait que justement, elle est très très sensible eh bien, à une certaine forme de magie et le fait qu'elle puisse voir le futur et qu'elle soit elle-même perdue entre le passé, le présent et le futur. Helaena, c'est un personnage extrêmement complexe et j'ai hâte de savoir comment est-ce que ça va se finir pour le personnage parce que déjà elle est extrêmement bien jouée et en plus de ça elle est extrêmement bien écrite. Alors de ce que j'ai pu comprendre, elle n'est pas du tout représentée de cette manière-là du côté des livres, elle n'aurait pas forcément tous ces pouvoirs-là, mais là ils ont donné peut-être un intérêt encore plus fort à ce personnage et donc ça change des ouvrages. Sachant que oui, comme je viens de vous le dire et on va revenir sur certaines choses, elle est dans la vision de Daemon. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que nous avons Daemon qui va avoir plusieurs flashs, et on va revenir sur ces flashs-là, mais à un moment donné, elle va arriver à la fin, alors qu'on se dit, mais pourquoi est-ce qu'elle est là? Quel rapport est-ce qu'elle a réellement avec Daemon et par rapport à son histoire? Et elle est là. Et s'ensuit alors après un dialogue avec Aemon qui vient lui dire si, ça. Elle voit tout. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il va y avoir aussi dans cette scène-là, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça, le Corneille à 3 yeux, qu'on a déjà du côté de la série Game of Thrones, en lien avec Bran, mais également en lien avec, a priori, ce personnage-là qui devrait être Brynden Rivers, si je ne dis pas de bêtises. Donc, tu vois qu'il y a plein de choses qui commencent à se former pour se lier par la suite à Game of Thrones. En tout cas, Helaena, personnage incroyable. La vision, elle va nous donner aussi des choses très intéressantes à analyser, puisque on va avoir une image de Daenerys. Alors on m'a dit que c'était une image qui était issue de la saison 1 de Game of Thrones, si je ne dis pas de bêtises. Et en gros, on a des choses qui viennent, et c'est ça que je trouve fort, c'est que c'est vraiment bien écrit, qui viennent en lien avec la prophétie. Alors il y a une prophétie qui existe et qui est notée notamment sur la dague assez mystique de Viserys, qui a fini par, en tout cas, qui a fini par avoir Aegon et qui a fini par récupérer Aemond. Il y a une inscription sur cette dague et je crois, alors je ne suis pas sûr, mais en gros, il serait écrit sur la lame: de mon sang vient le prince qui a été promis, et sa volonté sera le chant de la glace et du feu. Ok, sachant que dans un épisode précédent de la saison 3, on te parle justement de la chanson Glace, Feu, Alicent et Rhaenyra, où justement on se petit conflit et on se dit mais attends, du coup il y a tous ces conflits par rapport à une chanson. Bref, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que on m'a aussi dit que cela faisait référence à la série Game of Thrones parce que justement Missandei, en fait il y a une théorie ou en tout cas une compréhension de ce que dit Missandei dans la saison, enfin je ne sais plus dans quelle saison, mais en tout cas dans la série Game of Thrones, en disant que le mot prince ou princesse en fait n'est pas genré dans la langue des Targaryens. Ce qui veut dire que même si on lit prince, en vrai on peut aussi lire princesse. Et cette prophétie pourrait justement mener à Daenerys qui ferait référence au fait que justement la dague dit de mon sang vient le prince qui a été promis, mais en fait ça aurait été la princesse qui a été promise. Et donc ce serait Daenerys, supposément. D'accord? Je ne suis pas du tout un expert en Game of Thrones et en House of the Dragon, donc n'hésitez pas aussi vous à me dire si vous avez d'autres théories par rapport à tout ceci. Et je remercie encore Clarkson Flux de m'avoir dévoilé tous ces petits détails-là, et j'espère les avoir bien retranscrits par rapport à tout ça. Et donc,
le petit lien avec Daenerys, plutôt intéressant. Ça en vient à se questionner sur ce que voit le personnage de Daemon. Et a priori, en gros, ce que voit Daemon dans sa vision, c'est ce qui est censé se passer pour arriver à ce moment-là dans Game of Thrones. Donc, c'est pour ça, justement, qu'on a une scène qui est extrêmement lourde de sens, où on a Daemon qui ne cesse, épisode après épisode, de dire « Non mais, en gros, oui, je vais t'aider, mais moi, je suis quand même le frère du roi, je suis quand même là. » On a quand même cette scène-là où il s'agenouille devant elle, en disant aussi « Winter is coming », parce qu'on a une image, on a quand même une image oh là, comment il s'appelle déjà ? Attendez, j'ai un trou de mémoire. C'est pas le Ice King, c'est le Night King. Je ne sais plus. Le roi de la nuit. Mais en tout cas, on a une image de lui qui aussi fait référence au fait que l'hiver arrive. Et justement, ça montre que la prophétie et sa vision est plus forte que sa propre volonté. Et il le voit lui-même. C'est censé être, et c'est pour ça que je me pose la question, c'est censé être Rhaenyra qui monte sur le trône pour après donner le futur qu'on aura dans Game of Thrones. Donc est-ce que c'est écrit et est-ce qu'on vient de nous dire là dans cet épisode-là que Rhaenyra sera sur le trône de fer ? Possiblement. En tout cas, j'adore la manière dont ça a été orchestré et dont ça a été mis en scène, sachant qu'on va avoir un énième dialogue, un deuxième dialogue qui fait écho à un des épisodes précédents, peut-être le deuxième ou le troisième de cette saison 2, où justement on va avoir un dialogue entre Rhaenyra et Alicent, là où justement c'était Rhaenyra qui venait à Port-Réal pour parler à Alicent en disant non mais arrête, c'est une folie, et Alicent qui dit c'est trop tard. Là c'est l'inverse, c'est Alicent qui vient voir Rhaenyra en disant non mais il faut que tu arrêtes, ou au moins qu'on puisse avoir un accord et tout, et Rhaenyra dit non mais c'est trop tard. C'est trop tard, là tu viens parce que t'es mise en difficulté, mais avant t'aurais très bien pu venir et t'aurais très bien pu accepter le fait qu'on puisse arrêter, même si, évidemment, c'était beaucoup plus compliqué aussi pour Alicent qui vit des choses juste compliquées dans le sens où là c'est soit elle sauve en soi sa fille et son petit-fils, ou sa petite-fille, je ne sais plus, soit, et du coup son fils meurt, parce que, évidemment, si Rhaenyra accède au pouvoir, et donc accorde cette requête d'Alicent, elle va devoir tuer Aegon devant tout le monde. Donc elle va devoir, en gros, sacrifier son fils, ou un fils, pour pouvoir vivre pleinement avec sa fille et qu'elle n'ait pas de problème. Donc encore une fois, Alicent, il ne faut pas la mettre de côté. Il ne faut pas uniquement dire elle est méchante, parce que c'est faux. Celui qui est foncièrement méchant, c'est Aemond. Aegon, lui, il est débile, et oui, en soi, il a aussi son lot de méchanceté, et évidemment, son gros lot de méchanceté. Mais Alicent, elle a subi tout ce qui lui est arrivé. Il faut aussi remettre des choses dans leur contexte. Elle a été, en soi, manipulée par son père pour pouvoir aller jusque-là. Et c'est compliqué pour elle, comme si elle n'avait jamais vraiment eu sa vie, et là, elle est pleinement elle. C'est pour ça aussi qu'on a eu une image d'elle lors de l'épisode précédent, où elle se détend en soi à l'extérieur, parce que ça lui permet de se ressourcer. C'est ce qu'elle veut. C'est pour ça, Alicent, ne la cataloguez pas uniquement en tant qu'antagoniste. Il faut aussi voir le fait que, dans Game of Thrones, tu n'as pas que des gentils et des méchants. Tu as beaucoup de nuances qui sont apportées, et c'est ça aussi qui fait la richesse des ouvrages et des séries. Sachant que George R. Martin a dit qu'il y avait 7 projets en préparation, dont 3 ou 4 en animation, et j'ai hâte de voir tout ça. Encore une fois, je ne suis pas la personne à aller voir pour du Game of Thrones, ou pour du House of the Dragon, ou pour la série sur Aegon, ou pour la série sur les Knights of the Seven Kingdoms. Je suis uniquement là pour vous donner mon avis de simple spectateur, et je vous dis, en tout cas, encore une fois, ce n'est que mon avis, mais cette série, elle est incroyable, sous tous les points. Et j'aurais pu parler même de Sir Criston, j'aurais pu parler du fait qu'on revoit le père Hightower, j'aurais pu parler de tout ça, mais en vrai, il me fallait surtout revenir sur ces points-là qui étaient, à mon sens, les plus, on va dire, les points primordiaux de cette saison 2. Et la saison 3 va nous envoyer du lourd, ou en tout cas, je l'espère. S'il reste dans cette continuité de saison 1 et de saison 2, ça ne peut qu'être bien. Ça a été très long, même moi, je vous jure, même moi, jamais je me serais dit que je vous ferais une critique de House of the Dragon qui dure limite plus de 20 minutes. Mais c'est tellement une série qui
qui est vraiment bien écrite, qui est bien montée. Et aussi, je n'ai pas parlé de la musique de fin, même. C'est incroyable. Et le moment où, justement, on a ce dialogue entre Rhaenyra et Alicent, aucune musique. Bref, cette série, pour moi, elle est géniale, elle est parfaite. J'entends que vous ne soyez pas d'accord, ce n'est que mon avis. Je n'ai pas, encore une fois, l'avis universel. Je ne vous donne que mon ressenti par rapport à ce que j'ai vu. Et ce que j'ai vu, c'est parfait pour moi. Donc, vraiment, cette série, c'est du 20 sur 20. Je vous remercie encore une fois beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. J'ai hâte de pouvoir suivre de nouvelles aventures en lien avec Game of Thrones, parce qu'on sait que l'année prochaine, il y a une nouvelle série. On peut supposer que la saison 3 puisse sortir en 2026. En tout cas, je l'espère fort. Bref, cette série est incroyable.